Donc, on commence avec François Mickey-Marty, le président de Via Voice. Salut François. Oui, les marchés, alors on en reparlera évidemment très largement, mais a priori. En fait, mais je me dis aussi que la France, c'est trop petit. C'est compliqué. Mais justement, merci d'être là. C'est compliqué. Et que la France, à mon avis, c'est quand même trop petit pour que les hedge funds, ou je sais pas, ceux qui font bouger le marché, et des analystes un peu pointus. Ils t'ont pas appelé, là Pas encore, pas encore. Bon, écoute, question très ouverte. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui, pour toi... Alors évidemment, l'idéal, ce serait un truc que toi, tu as remarqué et dont tu te dis que les autres n'en parlent pas assez. C'est toujours une bonne question. Bon, d'abord, bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Non, je trouve que cette élection, puisqu'on a là les résultats du premier tour, il y a deux éléments qui me frappent. Alors, le premier est assez classique, puisque tu utilisais le terme de classique tout à l'heure. Le premier élément, c'est un sentiment, sur le plan démocratique, d'insatisfaction, de sentiment selon lequel la campagne électorale n'a pas répondu à un certain nombre d'enjeux, qu'on n'a pas traité les enjeux qui auraient pu l'être, etc. Une campagne électorale qui n'a pas véritablement fonctionné et qui laisse aujourd'hui une partie des gens dans l'amertume, voire dans le ressentiment démocratique, d'autant plus qu'ils sont confrontés à un choix Macron-Le Pen qui ne leur correspond pas nécessairement. Donc tout ça soulève beaucoup d'interrogations. Moi je t'arrête juste là-dessus parce que ça c'est... me semblait classique, mais... Oui, mais moi c'est la phrase qui m'énerve. Bon. T'as 19 millions de voix d'un côté, Macron 10 millions de voix, Marine Le Pen 9 millions de voix, t'as 19 millions de voix, 20 millions de voix, ça correspond un petit peu à quelque chose quand même. Ah non, mais ça correspond tout à fait à quelque chose. Voilà, donc ce n'est pas le second tour que voulaient les Français. Mais qui dit ça? Enfin, tu vois, alors, François... Alors vas-y. C'est pas l'idée que je... Pardon, je n'ai pas été très clair dans mon propos liminaire. Non, il y a deux chiffres pour explorer ça. Il y a 10 jours, 54% des Français disaient la campagne présidentielle n'a pas véritablement commencé. Il y a 10 jours. Ouais. Parce qu'il y a toute une série de sujets, notamment les sujets liés à l'entreprise, à l'avenir de l'entreprise, etc. Pas uniquement, beaucoup d'autres, mais bon. Et l'autre sujet qui, moi, me fait beaucoup réfléchir, c'est l'idée selon laquelle il n'y a pas eu d'idée nouvelle, suffisamment pertinente, suffisamment percutante pour les années qui viennent. Voilà. On a aujourd'hui les 3/4 des Français qui considèrent qu'il n'y a pas eu véritablement d'idées neuves, et les 3/4 des Français en même temps qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants, etc., etc. Donc on a... Alors c'est pas l'idée en effet... C'est vrai que le comparatif avec 2017 là est quand même frappant. En 2017 on a eu des idées nouvelles, on peut remonter, en 2007 on a eu des idées nouvelles, etc. Là aujourd'hui on est au fond dans un sentiment d'une campagne qui certes a eu lieu, c'est pas la question, mais qui n'offre pas toutes les réflexions à la hauteur des enjeux qu'on est en train de vivre, que ce soit en matière économique, sur la scène internationale, et on regarde la pandémie qu'on a traversée quand même. Donc d'une certaine manière, des solutions qui sont un peu, pour dire les choses trivialement, un peu faiblardes en regard des enjeux. Mais même, on en a beaucoup parlé autour de ce plateau, mais en fait tu reviens à travailler plus pour gagner plus. Oui, exactement. Finalement, le marqueur, mais on reparlera ensuite des retraites, mais le marqueur, en fait, c'est le slogan de 2007. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, le deuxième élément... Vas-y, je t'en prie. Que je trouve très... Alors, qui est un peu plus délicat à évoquer, ce sont les enjeux pour lesquels les Français ont voté hier. Les enquêtes post-électorales qui sont voulues. Alors, c'est très simple. Bien sûr, le pouvoir d'achat qui surplombe l'ensemble des préoccupations. La santé... la sécurisation d'un niveau de retraite relativement plus important, ou tout au moins plus confortable que celui que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire au fond des aspirations de sécurisation, que ce soit le pouvoir d'achat, la santé, les retraites. Et d'une certaine manière, cette campagne-là, me semble-t-il, alors c'est une autre manière de dire qu'elle manque de créativité, mais à négliger totalement les aspects d'innovation. Lorsqu'on demande aux gens, dans les études qui ont été faites hier... Alors ça, innovation... Les enquêtes qui ont été faites hier, le jour du vote, les questions sur l'avenir de l'entreprise, la compétitivité, l'innovation, etc., ça arrive en 15e, 16e, 17e position. On veut un avenir français sécurisé. Alors je caricature un peu, pardonnez-moi de caricaturer, mais enfin, un avenir français sécurisé où on a le sentiment que le quotidien, ce qui est tout à fait louable, sera assuré. Et je pense qu'on a sous-estimé à quel point la pandémie qu'on vient de traverser, d'une certaine manière, à donner une aspiration au confort, à la sécurité dans la vie quotidienne. Pandémie plus guerre, voilà. Effectivement. Et donc, c'est une élection qui est en total décalage, non seulement par rapport à ce à quoi on aurait pu s'imaginer en début de la première pandémie, quand on disait on va réinventer le monde, de quelle manière on réinvente le monde, les gens écrivaient des manières de réinventer le monde, et puis aussi par rapport à ce qu'on est en train de vivre, souvent dans les entreprises, à ce qu'on est en train de vivre sur la scène internationale. D'une certaine manière, on est un peu sur des aspirations qui sont des aspirations de réassurance et pas du tout des aspirations de construction du monde de demain. C'est pas lié à l'âge des électeurs, tout bêtement, François. Je suis frappé, là, quand on voit l'âge des électeurs de Macron, pour le coup.
Emmanuel Macron, c'est par classe d'âge, donc c'est toujours un peu faussé, mais enfin, là où il est majoritaire, la seule classe d'âge où il est majoritaire, c'est post-60 ans. Quoi. Voilà. C'est vrai, et y compris d'ailleurs sur les intentions de vote de second tour, qui sont réalisées aujourd'hui, il fait plus de 66% auprès, en effet, des électeurs qui ont plus de 65 ans. Donc, d'où une promesse. Paradoxe. Et surtout, une petite promesse comme ça, en passant d'indexation de retraite sur l'inflation, hop, emballer, c'est pesé. Et ça fait un programme présidentiel, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on est très très loin d'idées nouvelles et de dynamisme. Alors on comprend aussi sur ce point-là précisément la raison pour laquelle il porte le report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, parce que c'est une mesure qui est très appréciée par les gens qui ont plus de 65 ans, lesquels sont déjà en retraite, et ce sont au fond les bataillons électoraux d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire si Emmanuel Macron n'a pas les retraités lors du second tour de la présidentielle, il est dans une situation difficile. Et c'est pas la seule bien entendu, mais c'est l'une des mesures qui est les plus appréciées par les retraités. Alors, elle a eu aussi l'avantage, il faut qu'on parle, moi, pardon, mais c'est le truc qui m'a scié, c'est Valérie Pécresse. La retraite à 65 ans, c'est aussi fait pour complètement siphonner ce qui peut être siphonné des voix de LR, non Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le score de Valérie Pécresse à moins de 5% est sidérant, d'une certaine manière. On voit aujourd'hui les deux formations qui ont gouverné la France pendant des années, tenir des scores inférieurs à 5%. Nous, à notre âge, on a vécu avec eux, quoi. On a vécu avec eux. On n'en connaît aucune autre. Et oui, c'est très juste. On est orphelin. On est orphelin. Bon. Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet... indépendamment des qualités et des défauts de la campagne de Valérie Pécresse, dont on a beaucoup parlé, etc., lorsqu'on hiérarchise aujourd'hui la manière dont les Français ont perçu les différentes campagnes électorales, c'est vrai que celle de Valérie Pécresse a été parmi les plus contestés, les moins appréciés, les plus ratés, pour dire les choses simplement. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a deux sujets. Il y a un sujet d'évolution des positionnements idéologiques des uns et des autres, c'est-à-dire qu'au fond, on a des droites qui se clivent et qui se clivent idéologiquement avec une forme de trou noir, si on peut dire, entre la ligne macronienne et puis les lignes souverainistes, nationalistes, etc. Et puis au-delà de ça, alors, si je peux me permettre, ça fait beaucoup réfléchir. Il y a une question d'effet de système, c'est-à-dire dès lors que vous avez un président sortant qui est en position centrale, on le considère comme centriste, centre-droite ou de droite, enfin peu importe où vous le mettez, mais enfin globalement il est en position centrale par rapport aux autres, ça crée sur l'ensemble du système un effet d'éviction et d'une certaine manière les oppositions qui apparaissent les plus crédibles, les plus fortes, les plus pertinentes sont des oppositions radicales. Ouais, voilà, il y a une logique de... anticyclonique. Exactement. Pratiquement. Voilà, Anticyclonique, une logique au fond qui fait que les oppositions, compte tenu du positionnement d'Emmanuel Macron, les oppositions, si on veut vraiment s'opposer... Il faut une vraie grosse perturbation atlantique pour essayer de percer ça. Donc on est sur au fond un effet de système qui double, si on peut dire, les clivages idéologiques qui sont en train de se mettre en place. Pour la petite histoire, puisqu'on parlait de nos souvenirs de jeunesse, moi je me souviens pendant des années, on nous a expliqué que compte tenu du scrutin majoritaire à 2 tours, etc., on a forcément 4 sensibilités politiques qui structurent le champ politique en France. Ça a été vrai pendant des années, mais sauf qu'aujourd'hui ça ne marche plus. Mais comment ça marche plus si tu les as? Ça me surprend beaucoup, puisque justement tu les as. Tu te retrouves avec, en gros, Macron, Le Pen, Zemmour, etc., les abstentionnistes et Mélenchon. Alors voilà, si l'on considère que les abstentionnistes, en effet, c'est la manière de retomber sur nos pieds. On n'a pas 2 formations à droite et 2 formations à gauche. Oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Plus les abstentionnistes. Voilà. D'accord. Mais je crois qu'on a un peu sous-estimé cette dimension centrifuge, où le fait que le positionnement idéologique et stratégique, d'ailleurs, d'Emmanuel Macron conduit à privilégier des positionnements plus radicaux. Mais en même temps, c'est un sujet pour toi, parce que, esprit scientifique, je fais confiance au sondage. Globalement, le siphonnage de Valérie Pécresse s'est fait dans les 3-4 derniers jours. Donc, ça a été effectivement un effet, alors pour le meilleur, pour le pire. Moi, je pense que ça nous aide à réfléchir, les sondages. Mais c'est vrai que ça a été un effet vote utile, très clairement, sans doute en partie lié à la remontée de Marine Le Pen. Et c'est très juste. D'ailleurs, les sondages qui ont été réalisés hier, le jour du vote, le disent très clairement. D'ailleurs, au fond, il y a eu... d'abord, on a 6-7% des gens qui disent s'être déclarés et d'avoir fait leur choix de candidat le jour en allant voter, le dimanche. Bon. Ouais. Donc, ce qui est quand même pas négligeable. Ouais. Et puis, en effet, il y a... alors, le sujet du vote utile est très intéressant parce qu'il joue d'autant plus
que les fidélités et les affinités partisanes ont tendance à s'éroder. C'est-à-dire, au fond, si vous étiez dans les années 70-80 un sympathisant, quoi qu'il arrive, voire un militant du RPR, vous votiez RPR quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, tout ça est beaucoup plus fluctuant. Donc, vous voyez le paysage évoluer. En effet, vous voyez le risque d'une disqualification éventuelle, potentielle d'Emmanuel Macron. Vous dites qu'il faut soutenir Emmanuel Macron parce que je suis plus proche de lui que de Marine Le Pen. Oui, donc parce la que stratégie, je ne veux pas que Marine Le Pen soit en tête à l'issue du premier tour. Donc il y a des stratégies. Chacun devient stratège. Ben oui. Alors c'est pas nouveau, mais ça s'amplifie et ça pénalise en effet des candidats qui ne sont pas bien sortis dans cette stratégie. Regarde l'effet à gauche. Tu te retrouves donc avec cette galaxie-là invraisemblable de candidatures, dont aucun ne veut céder à l'autre, etc. Bataille d'ego, machin, j'en sais rien. Et tout à coup, les électeurs font leur choix. Et qu'on le veuille ou non, c'est les sondages qui les ont aidés à faire leur choix. Et une fois encore, ils s'en foutent peu. C'est ça, c'est 600 000 voix encore une fois, quoi, Mélenchon. Alors c'est vrai que ça joue. Donc je trouve que ça peut être vertueux, finalement. Voilà, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, bon ben on va voir lequel se détache. Et nous, électeurs, on y va, quoi. Alors ça joue, si on a 2 minutes pour mais bien sûr, la réflexion, on les a. Ça joue, mais ça joue pas uniquement. C'est-à-dire que ce qui est très frappant dans les enquêtes qui ont été réalisées au cours des 2 dernières semaines précédant le premier tour, concernant Jean-Luc Mélenchon, il est aussi considéré comme incarnant mieux les valeurs de gauche que ses compétiteurs et comme plus crédible pour l'exercice du pouvoir que ses compétiteurs. Donc il y a eu aussi un effet cumulatif entre certes le vote utile, mais ce n'est pas que du vote utile. Ouais, je comprends. C'est-à-dire qu'il y a aussi du vote de conviction. Oui. Il y a aussi du vote de conviction. Et un gros boulot, ça qui a été noté très vite par ceux qui ont analysé ça, un gros boulot sur son programme, le programme qui vient de loin, une équipe staffée, enfin voilà, après on est d'accord, pas d'accord, mais en tout cas le truc est cohérent, quoi. Voilà. Cohérent. Ouais. Et puis l'autre chose à laquelle je suis très attaché, parce qu'en pratique ça quand même ça se révèle, c'est l'importance de la campagne électorale. Et on a le sentiment parfois qu'il suffit de se présenter et puis de fédérer largement, de dire quelques bonnes phrases et d'obtenir les suffrages populaire. En réalité, on voit qu'il y a des gens qui savent faire une campagne électorale et des gens qui savent moins faire une campagne électorale. Et le fait d'en faire plusieurs, alors c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est le cas de Marine Le Pen aussi, dont la campagne a été jugée nettement meilleure cette fois-ci que lors des précédentes élections. Malgré tout, c'est un métier, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'apprend à faire une campagne. Et l'idée selon laquelle on peut faire abstraction de tout ça, on peut simplement avoir une marque ou un slogan ou une idée bien faite suffisent, il y a un travail de conviction, il faut savoir faire un meeting, il faut savoir aller voir des électeurs. On a tendance à négliger ça, on se dit on est passé à l'ère du digital et voilà, mais je crois que c'est quand même quelque chose qui est très important. Éric Zemmour avait dit le gagnant sera celui qui parviendra à imposer son thème. Et en fait, finalement, il a été rattrapé par le thème du pouvoir d'achat. Tout à fait. C'est ça. Il avait raison. Il avait raison. Malheureusement, n'a pas été victorieux. Voilà, tout à fait. Alors, c'est très juste. D'abord, c'est très frappant en évolution, parce que rappelons-nous, en octobre-novembre, on disait quel sera le thème, on ne voit pas le thème, etc. Bon, le thème, c'est non seulement imposé, et dans les études post-électorales qui ont été réalisées hier, on a plus de 50% des gens qui considèrent que la question du pouvoir d'achat a été prépondérante pour eux. Ensuite, on a la santé, les retraites, et puis très loin derrière, on a tout le reste. Donc ça a été vraiment le thème qui a été le plus déterminant pendant cette élection. Notamment auprès des jeunes. Alors, c'est très intéressant, parce qu'on n'a pas toujours ça en tête, les progressions d'intention de vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi beaucoup en faveur de Marine Le Pen, se sont faites auprès des jeunes. Alors, Marine Le Pen, je ne sais pas si on a le temps d'en dire un mot, quand même, a eu quelques mesures fortes, au-delà de la baisse de la TVA de 20% à 5,5% pour les produits liés à l'énergie. Elle a proposé, pour les jeunes, la suppression de l'impôt sur les revenus pour celles et ceux qui ont moins de 30 ans. Deuxièmement, si vous créez une société, vous êtes exonéré d'impôt sur les sociétés jusqu'à ce que vous ayez 30 ans, et accessoirement des crédits des prêts à taux zéro pour les jeunes. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Donc là, il y a non seulement le sujet du pouvoir d'achat a été prépondérant, mais il a conduit aussi une partie des gens à se dire, tiens, comme quoi les propositions peuvent quand même avoir un impact. En plus, elle est sur le terrain de Macron, là. Et elle est sur le terrain de Macron, et on peut dire, même si on va un cran plus loin, des jeunes qui avaient envie de voter pour Jean-Luc Mélenchon dans le cadre du premier tour, aujourd'hui, non plus Jean-Luc Mélenchon par définition, mais peuvent aussi être sensibles aux propositions que fait Marine Le Pen sur cette question du pouvoir d'achat. Et pour couronner le tout, l'un des grands chiffres qui a été publié la semaine dernière, alors je vais faire de la publicité à un concurrent, qui est un sondage Ipsos réalisé pour Le Monde, montre que sur ces questions-là, sur ces questions économiques, Marine Le Pen, désormais, est
considéré comme plus crédible qu'Emmanuel Macron pour améliorer, la situation de la France et pour améliorer, la situation de chacune et de chacun. C'est sidérant. Ce qui est un peu vertigineux, parce qu'on a eu le quoi qu'il en coûte, on a quand même une série de mesures qui ont été adoptées pendant l'ensemble de ce quinquennat, mais aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui disent attendez, oui, mais bon, mes fins de mois, aujourd'hui, sont plus difficiles. Tu vais payer mettre mon essence non, mais ce qui est dingue, François, c'est qu'il est en train de dépenser 40 milliards pour soutenir le pouvoir d'achat. 40 milliards, c'est pas anecdotique. Personne ne le sait, en fait. Ça ne se parce sait. qu'ils n'ont pas voulu envoyer des chèques, parce que Trump, il s'était pas gouré, lui. Lui, il envoyait des chèques. Voilà. Ils n'ont pas voulu faire comme ça. On va bloquer les prix de l'électricité, on va bloquer les prix du gaz. Personne ne s'en rend compte, parce qu'ils augmentent quand même un peu. Puis tu as toujours des rattrapages sur les factures, etc. Voilà. Et les 3/4 des gens... C'est fou, 40 milliards. Ah oui, c'est fou. Pure perte. C'est fou. Enfin, 40 milliards plus le quoi qu'il en coûte. Oui, on laisse de côté. Non, c'est le nouveau quoi qu'il en coûte, le quoi qu'il en coûte énergie. Là. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, les 3/4 des Français, considèrent qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat pendant le quinquennat. Donc ça va être très intéressant. Alors c'est intéressant d'abord parce que après le débat de 2017, on disait Marine Le Pen, au fond, n'est pas compétente. Sauf qu'aujourd'hui, on a plus de gens qui considèrent qu'elle est compétente qu'Emmanuel Macron. Donc ça change un petit peu la donne. Et puis, il y a des faits. C'est-à-dire, elle va pouvoir dire pendant ce débat... oui, monsieur Macron, vous êtes peut-être très compétent, mais enfin, regardez, les gens, quand ils vont chercher leur carburant, ça coûte plus cher qu'avant. Beaucoup ont le sentiment d'avoir perdu du pouvoir d'achat, donc vous êtes peut-être très compétent, mais enfin, en pratique, ça ne se voit pas dans le porte-monnaie des gens. Donc, en effet, c'est fascinant parce que beaucoup de choses ont été faites. Et me parlez pas du coup de mon programme, parce que regardez où en est la dette après 5 ans d'Emmanuel Macron. Exactement. Là-dessus aussi, il va être coincé. Exactement. Donc, il a l'emploi pour lui. L'emploi dont il ne s'est absolument pas servi. Mais tu le disais... en creux, quand tu disais faut pas sous-estimer le poids d'une campagne, il n'a pas fait campagne. Exactement. Et donc, quand tu discutes avec des gens qui ont dit, vous savez que la situation de l'emploi n'a jamais été aussi bonne en France depuis 20 ans, en fait, alors oui, ils l'ont entendu, mais ça leur est sorti de la tête. Et on lit mais le chômage n'a pas été au cœur de cette campagne, comme si c'était un fait du hasard. C'est qu'il y en a moins, quoi. C'est très juste. Moi, je considère que le fait de ne pas avoir fait campagne est extrêmement préjudiciable. Parce que d'abord, il faut faire passer des arguments, c'est ce qu'on est en train de dire là. Et puis le fait de laisser sous-entendre, un peu phénomène Balladur, laisser sous-entendre qu'il suffit de laisser passer du temps pour bénéficier d'une position acquise, et puis les élections vont naturellement avaliser un scénario écrit d'avance, ça me paraît dangereux. Donc en effet, le contexte a beaucoup changé par rapport à ce qu'on pouvait connaître en 2017, ce qui explique d'ailleurs des intentions de vote de second tour qui quand même placent Marine Le Pen entre alors tu dis quoi justement là ? Oui, c'est ça, on est dans la marge d'erreur. On est dans la marge d'erreur. Donc le contexte a énormément changé, à la fois en termes bien sûr de structuration du champ politique, de perception des uns et des autres, de bilan. Donc, en effet, tout ça donne lieu à réflexion. Et avec donc 20%, donc les électeurs de Mélenchon un peu en déshérence. Oui. Et puis des abstentionnistes, je regardais. Alors, est-ce que ça a un sens, François ? Mais c'est le truc qui m'a frappé. Les abstentions sont en fait les plus fortes dans les zones qui sont favorables à Marine Le Pen. C'est-à-dire nord, nord-est et sud-est. Ça, c'est la grande inconnue. Donc ça veut dire que si les gars se disent « Ouh là là, mais cette fois-ci, on peut peut-être y arriver », là, il y a quelque chose aussi. Hein. Ouais. Et c'est là, honnêtement, que je pense personne, alors, il y a peut-être quelqu'un de très savant quelque part, mais il y a probablement, mais c'est là l'une des véritables inconnues, parce qu'au fond, on ne sait pas, et souvent les personnes elles-mêmes ne savent pas si elles vont véritablement aller voter au second tour. On parlait tout à l'heure du comportement des jeunes. Les jeunes qui sont parfois des primo-votants, qui n'ont pas l'habitude d'aller voter, etc. Alors, certains peuvent se dire « Je vais aller voter », mais le jour du vote, iront-ils vraiment ? On se souvient que pour les élections régionales, ça avait été préjudiciable pour les candidats RN, pour les listes RN. Et là, en effet, est-ce que les gens vont se dire il faut aller voter pour Marine Le Pen, ou on peut avoir l'intention de le faire, et puis le jour venant, finalement, on n'y va pas. Sauf que c'est là que tout se joue. Donc, et là, on est sur un angle mort d'une certaine manière, non pas parce que les outils de mesure seraient pas bien faits, etc., mais parce qu'on a des gens qui, dans leur fort intérieur, ne savent pas nécessairement. Des vrais d'ailleurs avoir abstentionnistes, une véritable intention d'aller voter dans 10 jours, et puis finalement ne pas le faire parce que d'autres considérations surviennent. Et c'est l'une des grandes difficultés pour Marine Le Pen. On comprend qu'elle appelle en permanence à la mobilisation, parce qu'elle a des électorats qui sont plus fragiles que les électorats un peu plus âgés, voire plus âgés, qui votent pour Emmanuel Macron. Oui, nous on y va en bus et en déambulateur. Donc. Juste pour finir, j'ai l'impression qu'on est sur une polarisation. Chirac-Jospin, il n'y avait pas cet affrontement-là. Alors, Giscard-Mitterrand, j'étais trop jeune, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu une telle opposition frontale, viscérale, absolue entre les deux camps. Est-ce que tu partages ça C'est très juste, et c'est ce qui rend probablement le débat démocratique beaucoup plus difficile aussi. Alors, bien sûr, il y a toutes les différences idéologiques, programmatiques que l'on voit bien. Il
Il y a des différences aussi dans la manière d'aborder la politique et de vivre la politique. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, souvent d'ailleurs, y compris dans ses discours hier, Emmanuel Macron dit qu'il va expliquer les choses. Il est souvent dans une posture de pédagogie. Bon, Marine Le Pen, et ça fonctionne assez bien auprès de ses électeurs, est davantage dans une posture d'incarnation. C'est-à-dire d'une part, en disant je vous écoute, j'écoute les gens. Je comprends leurs difficultés, leurs préoccupations, et puis surtout, j'ai la prétention à incarner, avec d'énormes guillemets, le peuple français. On n'est pas du tout sur les mêmes registres. C'est-à-dire, au fond, on a une confrontation. Alors, c'est pas unique. Alors, il y a de multiples registres d'analyse, hein, et puis on pourrait en parler très longtemps. Mais je crois que l'un des éléments majeurs, c'est au fond une confrontation entre quelqu'un qui comprend les choses et qui veut les résoudre de manière très pragmatique, et le pragmatisme peut avoir du bon, bien entendu. Et face à cela, quelqu'un qui dit, au fond, moi, je comprends les Français. D'ailleurs, les tracts électoraux de Marine Le Pen portent cette phrase-là. Voter pour quelqu'un qui aime les Français, donc qui est en symbiose avec les Français, en harmonie avec les Français. Sous-entendu, il y a aujourd'hui à l'Élysée quelqu'un qui ne comprend pas les Français, qui est un peu hors sol. Et donc, ça multiplie les clivages. Il y a un clivage idéologique, bien sûr. Il y a des clivages sur l'Europe. Il y a des clivages sur l'économie, bien entendu. Et des clivages de personnes, mais aussi des clivages concernant le rôle de la personnalité, en l'occurrence Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, face à la France et face aux Français. Tout ça, d'une certaine manière, ne se correspond pas, et donc le dialogue est extrêmement complexe. Tout à fait. Merci François. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans 15 jours. Avec grand plaisir. Et nous, on va continuer Bismart.